Tournons maintenant cette section. Fermons cette partie de notre audience et examinons pourquoi cela se produit. Comment est-il possible de faire accepter à tant de personnes ce genre d'intervention médicale ? Nous avons deux experts pour cela. L'un est Meredith Miller et l'autre est Ariane Billeran. Toutes deux en savent énormément sur la psychologie. Qui veut commencer ? Meredith ? Je suis désolée de vous avoir fait attendre si longtemps. Pas de souci. Vous m'entendez bien ? Oui, absolument. Merci. Donc, au cours des 2 dernières années, nous avons été témoins, dans le monde entier, des mêmes schémas de dynamique d'abus que ceux que nous observons dans les relations interpersonnelles. Et je parle en termes d'abus psychologiques, qui est le plus souvent invisible, mais très réel, insidieux et omniprésent dans la vie d'un individu qui a été ciblé. Au fil des ans, j'ai travaillé avec des victimes et des survivants de la violence. Mais seul un faible pourcentage de ces personnes a été victime de violences physiques. Celles qui ont subi des violences physiques et psychologiques m'ont dit qu'à long terme, les violences psychologiques leur avaient causé beaucoup plus de tort dans leur vie. Il ne s'agit pas de minimiser la violence physique, il s'agit de souligner à quel point la violence psychologique peut être dommageable. Ma compréhension de la violence psychologique est le fruit d'une vie d'immersion dans ces environnements familiaux et relationnels, ainsi que d'études et d'un travail de 16 ans dans le domaine de la guérison holistique et du coaching. Au cours des 6 dernières années, je me suis spécialisée dans le sujet de l'abus narcissique, qui est principalement un abus psychologique. En travaillant avec ces personnes, j'ai même eu l'occasion de travailler avec des personnes titulaires d'un doctorat, certains en psychologie, ainsi qu'avec des psychothérapeutes agréés, qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas remarqué dans leur propre vie. Ils n'ont pas reconnu le processus d'abus et ils n'ont pas non plus appris à reconnaître la violence psychologique dans leur programme de formation. Alors aujourd'hui, je veux parler des 2 concepts les plus importants, à mon avis, pour comprendre l'expérience individuelle d'une personne qui a été victime d'abus, quand les gens tombent dans le piège de la narration, ou quand même les preuves, les informations et la vérité sortent, et que les gens continuent à s'accrocher à la narration. Pourquoi les gens choisiraient-ils d'ingérer une substance expérimentale ? Mais aussi, pourquoi se conformeraient-ils au récit en général ? Et à la toute fin, je veux évoquer une étude de l'université de Yale, datant de 2020. Cela va permettre de faire le lien avec ce dont Brian Gerrish parlait le week-end dernier. Il parlait de la psychologie comportementale appliquée. Il a évoqué une étude qui a été réalisée, et il a dit que cela pourrait être utilisé pour changer la façon dont les gens pensent, ressentent et se comportent. Et donc cette étude de Yale, cette étude de l'université de Yale de 2020, nous donne essentiellement les clés pour comprendre les tactiques particulières de manipulation émotionnelle qu'ils utilisent. Ils n'appellent pas cela de la manipulation émotionnelle. Ils appellent cela le message du vaccin Covid-19. Et je ne vais pas parler de la science, parce que ce n'est pas mon domaine. Mais mon domaine est de reconnaître les drapeaux rouges de l'abus émotionnel et de la manipulation. C'est donc de cela que je vais parler. Le premier concept à comprendre sur la maltraitance est la dissonance cognitive. C'est un mécanisme de survie qui se produit. Disons qu'une personne a été cultivée pour croire en une certaine vision ou perspective du monde, ou en ce récit qui a été lancé en 2020. Et puis, tout d'un coup, vous lui présentez des preuves ou des informations qui contredisent tout ce qu'elle a cru jusqu'alors. La personne va être incapable de concilier ce conflit dans son esprit et dans son cerveau. Et ce qui va se produire, c'est une énorme quantité de stress et d'anxiété sur le système nerveux qui déclenche les circuits de l'amygdale, presque un court-circuit ou un détournement du cerveau. Et la personne entre dans le déni. Donc, elle ne sera pas capable de voir cette preuve. C'est pourquoi, à mesure que la vérité est révélée, les gens ne peuvent tout simplement pas la regarder. Ils peuvent se mettre en colère contre le messager. Ils peuvent simplement se détourner ou exclure quelqu'un de leur vie, parce qu'il essaie de leur montrer les preuves. Certaines personnes peuvent être un peu plus conscientes de leur dissonance cognitive, et lorsque vous essayez de leur montrer les preuves, elles peuvent même vous dire « Je ne peux pas regarder ça, parce que si ce que vous dites est vrai, je ne peux pas exister dans un monde comme celui-là. » C'est donc la nature de la dissonance cognitive. Et c'est ce qui maintient les gens dans ce brouillard cérébral. Et dans le brouillard cérébral de la dissonance cognitive, ce conflit intérieur,
il est très difficile de penser. Les gens ont donc beaucoup de mal avec les processus cognitifs et la pensée critique. Et ce qu'ils veulent faire, c'est voir le bien chez l'agresseur, chez le coupable. Le deuxième mécanisme de survie qui se produit est similaire à la dissonance cognitive, mais en plus complexe. La dissonance cognitive, de mon point de vue, est en quelque sorte le niveau 1. C'est ce conflit qui se produit dans la dissonance, dans le cerveau. Le niveau 2 est le syndrome de Stockholm. Il y a des dynamiques psychiques plus complexes qui se produisent ici. Dans les relations interpersonnelles, on appelle ça un lien traumatique. Mais avec des étrangers, nous l'appelons le syndrome de Stockholm. Les mêmes mécanismes se produisent dans le cerveau humain et le système neurologique. Ce qui se passe avec le syndrome de Stockholm, c'est qu'il y a 4 paramètres. Je vais les expliquer de manière très claire pour que les gens puissent comprendre le lien avec ce qu'ils ont vécu et ce dont ils ont été témoins chez d'autres personnes. Et je vais donner quelques exemples de la façon dont nous avons vu ces 4 paramètres se manifester dans la vie réelle depuis 2020. Le tout premier est l'isolement. Et il peut s'agir d'un isolement physique et ou psychologique. La clé la plus importante ici est que la personne est isolée des perspectives extérieures. Elle ne peut avoir que le récit de l'agresseur. L'agresseur s'assurera donc qu'elle n'a pas accès à des perspectives extérieures, car cela permet à la personne de s'inscrire complètement dans ce récit. Les scientifiques ont découvert qu'après une période d'isolement prolongée, des niveaux de stress élevés commencent à modifier le système neurologique de la personne, ce qui altère sa capacité à nouer des liens sociaux et provoque même de l'irritabilité et de l'agressivité lorsqu'elle a la possibilité de participer à des situations sociales. Donc l'état qui est causé après l'isolement et l'isolement prolongé est la déconnexion. La déconnexion, la théorie polyvagale, crée le sentiment d'insécurité. Une personne commence à se sentir en insécurité lorsque nous ne sommes pas connectés socialement. Nous sommes des mammifères. Nous comptons sur la connexion sociale afin de nous sentir en sécurité au niveau neurologique. Ainsi, comment l'isolement s'est déroulé dans le monde ? Il y a eu l'enfermement domestique, par exemple, où l'on disait aux gens de rester à la maison avec un minimum d'opportunités sociales. Et puis, la façon dont ils ont été isolés par les auteurs de l'acte était à travers la technologie. Donc, pour comprendre l'expérience individuelle, nous devons également examiner l'environnement dans lequel l'individu existe. Et il est dans un monde de dépendance technologique croissante. Un individu est donc chez lui, et il est constamment connecté à son téléphone portable, à Internet, à la télévision. Il écoute les médias grand public, il va sur les médias sociaux, et il est constamment bombardé par la répétition de ce message. Même dans les entreprises. Il y a eu un message coordonné dans les entreprises, répétant ces mêmes phrases d'accroche que nous entendons de la part des fonctionnaires et par le biais des médias grand public. En faisant vos courses dans une épicerie, dans un magasin Walmart ou Kroger, et en arrière-plan, vous assaillez constamment votre subconscient. Les haut-parleurs vous disent ces mêmes messages sur le fait de rester à 2 mètres de distance et de porter votre masque et de vous faire vacciner. Et donc, afin de contrôler l'exposition d'une personne à des perspectives extérieures, qu'avons-nous vu ? Nous avons vu la censure, le silence, la propagande, la vérification des faits, le muselage, la honte et la diffamation de toute personne fournissant cette perspective extérieure. C'est donc essentiellement ainsi que s'est déroulée la phase d'isolement. La phase suivante du syndrome de Stockholm est la perception des actes de gentillesse, et cela fait partie du cycle d'abus. Dans une relation abusive, il y a des allers-retours entre l'idéalisation et la dévalorisation, une sorte de récompense, puis une punition. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Ça va et ça vient. L'acte de gentillesse perçu et la partie idéalisation. Et ce que cela fait, c'est que la personne relâche sa vigilance, commence à faire confiance à l'agresseur, et ensuite, le renforcement intermittent de la récompense intermittente incite la personne à travailler plus dur pour obtenir cette récompense, à s'investir davantage dans cette relation ou cette situation de vie, et à développer une quasi-obsession de la conformité basée sur l'espoir d'obtenir cette récompense. Ainsi, l'état dans lequel se trouve une personne suite à cet acte de gentillesse reçu, et le mot-clé ici est perçu, car ce n'est pas de la gentillesse venant d'un agresseur, c'est une manipulation.
Mais le système nerveux et la personne le perçoivent comme un acte de gentillesse. Donc l'état qui est causé ici est presque une dépendance à cet espoir, et une dépendance à l'espoir que ce sera le moment où ils obtiendront la récompense, ou ce sera le moment où le changement pour de bon se produira. Alors, comment cela s'est-il passé? Nous sommes passés par des phases de confinement, suivies d'une restauration de certaines libertés, d'un assouplissement de certaines restrictions, puis à nouveau un confinement, et ainsi de suite. Nous nous sommes retrouvés dans ce cycle plusieurs fois depuis 2020. Actuellement, il s'agit des tendances dans le monde entier, dans de nombreux endroits. Encore une fois, nous observons cet acte de bonté perçue. Nous entendons que certains gouvernements abandonnent certaines règles. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se mettre à espérer à nouveau. Ils espèrent que, oh, c'est enfin le retour à la normale. Et c'est ce que toute victime d'une relation abusive espère, retrouver les bons moments. Donc, le discours que l'on entend dans la société est que les gens espèrent un retour à la normale. D'autres actes de bonté apparente, nous en avons vu tellement. Le vaccin gratuit. Nous avons également vu en Amérique des loteries. Dans certains États, faites-vous vacciner et gagnez $50, $100, jusqu'à $1 million dans certains États. D'autres États offrent des frites, des beignets, des armes, des camionnettes. Vous pouvez même obtenir une lap dance gratuite d'une stripteaseuse à Las Vegas, si vous vous faites vacciner là-bas. Il y a aussi eu des suspensions de prêts hypothécaires et de prêts étudiants, le fait de permettre aux gens de les reporter. Et nous avons entendu des promesses de sécurité. C'est pour votre bien, c'est parce que nous nous soucions de vous. Ce sont des actes de bonté perçus. Et aussi, et c'est un élément clé, de petits éléments dosés de vérité. Cet acte de gentillesse perçu est dosé périodiquement, presque comme une drogue au sein de la relation ou de la situation. Ainsi, lorsqu'il révèle des petits aspects de la vérité, qu'il laisse échapper des petits bouts de vérité, ce qui se passe est que nous reprenons espoir, car nous pensons que la vérité va enfin sortir et que nous allons pouvoir aller de l'avant et passer outre. Et donc, le troisième paramètre du syndrome de Stockholm est la perception d'une menace pour la vie. Nous entrons alors dans un état plus grave. Lorsque le système nerveux autonome perçoit, et c'est un mot-clé, un indice de menace vitale dans l'environnement, la personne est automatiquement bloquée dans un état d'effondrement du système nerveux autonome. Et ceci sur une certaine période. Cela ne se produit pas la première fois. Mais après des bombardements répétés et des traumatismes liés à des chocs, des messages de peur répétés dans les images qu'ils ont montrées à des personnes complètement terrifiées. Donc, après une période de terreur, le système nerveux autonome se met immédiatement en état d'immobilisation. Et dans cet état d'immobilisation, une personne se sent paralysée. Elle peut ressentir une dissociation, avoir des absences, ne pas être vraiment présente. Elle ne peut plus vraiment se concentrer. Elle a une sorte de comportement d'automate, ce qui rend la conformité et le contrôle beaucoup plus faciles. Et le brouillard cérébral qui s'installe peut même provoquer un arrêt du métabolisme. Ainsi, lorsque le système nerveux entre dans cet état d'effondrement du système nerveux autonome, le métabolisme peut également s'arrêter. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet état entraîne aussi une baisse de l'immunité. Et c'est un élément intéressant, parce que nous sommes dans une pandémie. Et lorsqu'une personne est mise dans cet état par le système nerveux autonome, des opioïdes endogènes sont également libérés dans le corps, ce qui permet à la personne de rester engourdie. C'est donc utile quand une personne souffre beaucoup. Mais ensuite, cela devient inadapté, car cet engourdissement maintient la personne enfermée dans cet état. Il lui est donc très difficile de faire quoi que ce soit et d'agir, car elle est immobilisée sur le plan neurologique. Alors, pourquoi les gens ont-ils si peur? D'un côté, nous avons vu les messages de peur concernant le virus, et aussi la peur des autres personnes qu'ils ont été conditionnés à voir comme dangereuses, à cause de la maladie. Et d'autre part, beaucoup de gens ont eu très peur de la tyrannie qui est en train de s'installer. Le quatrième et dernier paramètre du syndrome de Stockholm est la perception d'une incapacité à s'échapper. La personne se trouve donc dans un état d'effondrement pendant un certain temps, et cela continue encore et encore pendant un certain temps. Elle s'épuise, elle n'a plus d'énergie de tenter quoi que ce soit, de lutter pour quoi que ce soit. Elle entre dans un état que nous appelons l'impuissance apprise, qui est également connu sous le nom de faiblesse, dépendance et crainte, qui provoque l'apathie. Et dans cet état d'apathie, d'instabilité et de crainte, la personne commence à se sentir désespérée. Elle se sent complètement impuissante face à sa vie. Elle a l'impression que tout est hors de contrôle. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne est enfermée dans cet état de conscience très bas
Elle n'a même pas accès au système de combat ou de fuite, qui demande plus d'énergie. Elle n'a même pas l'énergie pour combattre ou fuir à ce moment-là. Elle n'a donc évidemment pas accès aux états de conscience supérieurs, comme la pensée critique, le cerveau, l'intellect, ou même des choses comme l'imagination. Donc si une personne ne peut pas imaginer une échappatoire, comment va-t-elle s'en sortir? Et ça ne signifie pas qu'une personne est forcément enfermée derrière des portes de prison. La plupart des victimes de maltraitance sortent de chez elles plusieurs fois par jour. Elles vont au travail, vont à l'école, chercher leurs enfants, elles font leur vie, et elles rentrent chez elles. C'est donc l'impression d'être incapable de s'échapper. Et cette personne est si terrorisée, si affaiblie et si dépendante de son bourreau qu'elle commence à croire que sa survie dépend de l'agresseur. Elle perd également toute capacité de créativité et toutes les belles choses qui font de nous des êtres humains. Et donc dans cet état, cela se poursuivra encore et encore. Et sur le long terme, l'individu devient spirituellement défaillant. Il perd toute foi. Et quand toute foi est perdue, la seule chose qui reste est le vide. Et ce mot, vide, ne rend pas justice au sentiment et à l'expérience que cette personne vit. C'est le pire sentiment qu'un humain puisse avoir. Parce que vous avez l'impression d'être détaché, perdu, et de flotter dans l'univers, sans connexion, sans soutien, sans promesse d'avenir. Et je pense que beaucoup de gens ont été enfermés dans cet état. Ce qui se passe alors, c'est que les gens s'échappent dans l'imaginaire. Et nous avons vu une énorme augmentation de la pornographie, une énorme augmentation des addictions et des overdoses, et nous voyons même des automutilations, une énorme augmentation des suicides. Alors, comment est-ce possible? Parce que le sens de la réalité de beaucoup de gens passe par la technologie. Elle passe par les médias, par les réseaux sociaux, par le contact avec d'autres personnes qui sont dans cette situation. C'est donc un état très difficile pour une personne qui se trouve dans cette situation. Leur état d'esprit est « je ne peux pas ». Pour tout, je ne peux pas. Alors comment peuvent-ils se réveiller? Comment peuvent-ils faire autre chose que ce que leur dit l'agresseur, sachant qu'ils ont appris que la résistance est douloureuse? L'exemple est celui d'une femme qui subit un viol conjugal. Elle apprend au fil du temps qu'il est futile de résister et que cette résistance ne mène qu'à plus de douleur. Alors laissons-le en finir. Et j'ai entendu tellement de gens dire « Je voulais juste que ça se termine, donc je suis allé faire ma dose ». Vous savez, ils sont dans cet état. Le syndrome de Stockholm explique donc pourquoi les gens restent dans des relations ou des situations abusives, comme ce récit, pourquoi les gens reviennent, pourquoi les gens ne peuvent pas consulter les preuves qui apparaissent, pourquoi les gens sont irrationnellement fidèles envers ces agresseurs et ces responsables, et pourquoi les gens développent même de l'empathie pour eux. Donc, s'il me reste quelques minutes, j'aimerais montrer cette étude de Yale. Oui, très bien. Je vais partager mon écran. Mot de passe, je suis désolée. Non, ça m'oblige à quitter Zoom. Je suis vraiment désolée. C'est sur clinicaltrials.gov. Si quelqu'un souhaite la consulter, clinicaltrials.gov, COVID-19 Vaccine Messaging, NHS et US National Library of Medicine. Cela a été réalisé à l'université de Yale en juillet 2020. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des messages de manipulation émotionnelle comme la liberté personnelle, la liberté économique, l'intérêt personnel, l'intérêt communautaire, le bénéfice économique, la culpabilité, l'embarras, la colère, la confiance dans la science et la lâcheté. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent d'emblée quels sont leurs indicateurs de résultats. Leur principale mesure de résultat est l'intention de recevoir les vaccins Covid-19. Ils veulent donc savoir quelle est l'intention d'une personne de se faire vacciner 3 mois ou 6 mois après la mise à disposition du vaccin. Les mesures de résultats secondaires sont, premièrement, la confiance dans le vaccin. Ils veulent donc savoir quel degré de confiance les gens peuvent avoir ou comment ils peuvent influencer la confiance des gens dans le vaccin. Deuxièmement, la persuasion des autres.
Ils veulent connaître la volonté d'une personne de persuader les autres de se faire vacciner. Troisièmement, la peur de ceux qui n'ont pas été vaccinés. Quatrièmement, le jugement social de ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Et il vous donne 4 éléments pour mesurer le jugement de la personne sur cette autre personne. La fiabilité, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas digne de confiance. L'égoïsme, si vous ne le faites pas, vous êtes égoïste. La sympathie, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sympathique. Et la compétence. Si vous ne faites pas le vaccin, vous n'êtes pas compétent. Donc, ils veulent que les gens aient l'intention de se faire vacciner, ils veulent obtenir la confiance des gens dans le vaccin, ils veulent que les gens persuadent les autres de se faire vacciner, ils veulent que les gens aient peur de ceux qui ne l'ont pas fait, et ils veulent que les gens jugent socialement ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Et il semble donc très clair qu'ils manipulent les gens à propos de ce vaccin. Lorsque nous regardons les messages qu'ils utilisent, par exemple, la confiance dans la science, la prémisse ici est que de se faire vacciner contre le Covid-19 est le moyen le plus efficace de protéger sa communauté. La vaccination est soutenue par la science. Si une personne ne se fait pas vacciner, cela signifie qu'elle ne comprend pas comment les infections se propagent, ou qu'elle ignore la science. La lâcheté. Par exemple, les intervenants d'urgence, comme les pompiers et les médecins, sont courageux. Ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner ne sont pas courageux. Un autre des messages qu'ils ont utilisés, qui pourrait déjà rappeler quelque chose au jury, en se souvenant du message qu'il a entendu constamment ces 2 dernières années, l'intérêt commun. Ce message parle donc des dangers du Covid-19 pour la santé des proches. Plus il y a de gens qui se font vacciner contre le Covid-19, moins il y a de risques que les proches tombent malades. La société doit travailler collectivement pour que tout le monde se fasse vacciner. Donc, en les lisant, je remarque des signaux d'alerte. Je vois même du gaslighting, qui est la déformation de la perception de la réalité. Par exemple, ils disent « Le Covid-19 provoque des ravages sur l'économie et les libertés économiques des gens ». Mais ce n'est pas vrai. Ce sont les réglementations, les restrictions et les politiques gouvernementales qui font des ravages sur la liberté personnelle et la liberté économique des gens, ainsi que sur l'économie. Et donc, j'aimerais beaucoup que les scientifiques jettent un coup d'œil à cette étude et voir ce qu'ils en ont à dire. Je tenais juste à évoquer les signaux alarmants d'abus et de manipulation. Et je pense que cette étude fait vraiment le lien avec ce dont parlait Brian Gerrish, en utilisant la psychologie comportementale appliquée. C'est un exemple concret de la façon dont ils ont fait cela, et de la façon dont ils ont manipulé les gens pour qu'ils prennent ce produit, et pas seulement pour qu'ils le prennent, mais pour qu'ils fassent leur travail à leur place, en convainquant d'autres personnes de le prendre. Quand cette étude a-t-elle été réalisée? En juillet 2020. Pouvez-vous nous envoyer un lien vers cette étude? Oui, je peux vous l'envoyer. Merci. Je vais l'envoyer, mais vous pouvez continuer. J'essaie de récupérer mon... Désolé. Ce n'est pas grave. Allez-y, Dexter. Oui, j'aimerais juste, mademoiselle Miller, au sujet de l'étude de Yale, et vous avez bien mis l'accent dessus, ce que j'aimerais comprendre, c'est qui a commandé cette étude? Est-ce que c'est juste une étude académique ou... Je vais mettre le lien dans le chat. Oh, c'est désactivé. Je vais vous envoyer le lien. Je ne suis pas scientifique. Je suis coach holistique. J'aide les gens à guérir de la maltraitance. Mais je reconnais les signaux d'alerte de la maltraitance et j'aimerais que des scientifiques jettent un œil à cette étude. Je n'ai lu que la page de présentation qu'ils ont rendue publique. Je suis sûre qu'un scientifique serait en mesure d'y jeter un coup d'œil et de disséquer cette étude d'une manière très scientifique, qui pourrait être utile pour répondre à votre question. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez continuer, Meredith, ou... C'est tout ce que j'avais à présenter, à moins que vous n'ayez d'autres questions. Nous avons des questions. Mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'entendre d'abord Ariane? Bien sûr. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît, Ariane. Merci. Je vais lire en anglais, car mon anglais est un petit peu... Je m'appelle Ariane Bileran de France. Je suis philosophe spécialisée en philosophie morale et politique. Je suis psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie, spécialisée dans l'étude
de la manipulation, de la déviance du pouvoir, de la perversion, de la paranoïa, du harcèlement et du totalitarisme. Je vais donc parler de ces deux points de vue. J'ai enseigné pendant plusieurs années à l'université en France. J'ai été auditrice et enquêtrice pour des entreprises, mais aussi experte auprès des tribunaux dans des affaires de harcèlement au travail. J'ai publié de nombreux ouvrages sur ce sujet, dont certains ont été traduits dans d'autres langues que le français. Dans la présente situation, mon expertise me permet de dire que nous avons affaire à une dérive totalitaire. Et je vais vous décrire pourquoi je le pense. C'est une dérive totalitaire du point de vue de la philosophie politique, mais aussi du point de vue de la psychopathologie, qui correspond à un délire collectif, le délire paranoïaque. La paranoïa est une psychose contagieuse dont le maître mot est le harcèlement et qui fonctionne selon la structure suivante. Un ennemi imaginaire visible ou invisible nous persécute. Nous devons partir en guerre contre l'ennemi. Et cela justifie le recours au harcèlement. Et tous les moyens sont permis. Il s'agit d'un délire de persécution qui conduit à passer à l'acte. L'intention de nuire est néanmoins sauvegardée. C'est pourquoi j'ai parlé dans le passé de la nécessité de condamnation pénale des profils paranoïaques qui sont dans la majorité des cas à l'œuvre dans le harcèlement. Dans le système totalitaire, le contenu du délire peut changer. Par exemple, qui est l'ennemi désigné? Mais la structure reste la même, celle dont je viens de vous parler. Premier point, mon diagnostic. Le harcèlement utilisé contre les populations, avec des conséquences terribles sur la santé mentale des individus. Dans la crise politique que nous traversons, des méthodes typiques de harcèlement ont été utilisées sur les personnes qui ont été victimes de pressions morales répétées, dans le but de créer et de maintenir un état de terreur chez l'individu. Les conséquences sont terribles pour la santé mentale des personnes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la santé mentale n'a pas du tout été au cœur des concepts. Au contraire, les dégâts sont considérables. Traumatismes multiples, dépression, suicide, désorganisation psychologique, addiction, confusion mentale, décompensation psychiatrique, notamment de type schizophrénique. De nombreux spécialistes nous alertent, notamment ce qui concerne les enfants. Par exemple, en janvier 2021, le chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris, le docteur Pauline Chast, a évoqué une augmentation alarmante des tentatives de suicide chez les enfants et chez les jeunes adolescents dans plusieurs hôpitaux parisiens. Les troubles de santé mentale sont aussi souvent des facteurs et des déclencheurs de troubles somatiques, dits psychosomatiques, affectant la santé de l'individu. Actuellement, la fin justifie les moyens et la logique est sacrificielle. Il devient acceptable de sacrifier des individus au nom de la quantité, au nom du plus grand nombre, et l'individu est privé de ses droits humains. Les considérations morales ne sont plus intégrées dans le discours, sauf pour être utilisées en termes de chantage et de manipulation. Ce serait pour le bien du groupe que l'individu devrait être sacrifié lui-même. À titre d'exemple, la scolarité des enfants est sacrifiée dans de nombreux pays du monde depuis 2 ans
avec des fermetures de classes qui ont accru les inégalités, avec ceux qui ont accès à Internet et ceux qui n'y ont pas accès, des fermetures de classes brutales qui mènent les enfants à avoir des idées dépressives. En France, des soignants ont été licenciés parce qu'ils refusaient de se soumettre à des injections expérimentales dans un contexte dit de pandémie où le système de santé ne pouvait logiquement pas se permettre de suspendre son personnel. Toute forme de désaccord ou même simplement de remise en question se heurte à la censure et à la répression face à un récit dogmatique que personne n'a le droit de réfuter malgré les nombreux paradoxes qu'il met en scène. Le président français avait, à plusieurs reprises, appelé le peuple français à se sacrifier pour constituer une force dans la guerre contre le virus. Au niveau international, les pays pauvres se sont retrouvés bloqués, incapables de faire face au verrouillage économique, avec des millions de personnes tombant dans la misère. Avec cette logique sacrificielle, les individus ne comptent plus et peuvent être utilisés comme sujet d'expérimentation jusqu'au génocide. Il n'y a plus de limite légale ou spirituelle. La méthode utilisée relève des méthodes sectaires. Premièrement, la terreur. Un virus extrêmement dangereux va nous tuer. Deuxièmement, séquestration, confinement, restriction de la liberté de mouvement et atteinte aux droits fondamentaux inaliénables, comme la liberté de mouvement, la liberté d'expression, etc. Troisièmement, l'exclusion et la maltraitance. Les citoyens critiques étant considérés comme mauvais, jusqu'à appeler au meurtre dans certains discours politiques. Par exemple, en Italie, où des personnalités du journalisme, de la politique et de la médecine ont appelé à la ségrégation dans les trains entre les vaccinés et les non-vaccinés, suggérant même un signe autour du cou pour les non-vaccinés, et avec des déclarations souhaitant le rétablissement des chambres à gaz. Certaines personnes ont aujourd'hui tout perdu. Emploi, moyens de subsistance, droits parentaux, etc. Simplement pour être un opposant aux politiques qui ont été menées. Par exemple, le refus de soins ainsi que la pratique d'injections sans aucun discernement des individus au niveau de leur diversité, ce qui constitue une pratique abusive qui met en danger la vie humaine sans que les États en prennent la responsabilité. En France, le fait d'avoir été victime d'un choc anaphylactique n'est pas un critère pour être dispensé de l'injection. Quatrièmement, conflit de loyauté, forçant les individus à faire des choix impossibles. De faux choix, par exemple entre le droit de travailler pour gagner notre subsistance et le droit de disposer de notre propre corps. C'est un faux choix. Cinquièmement, suggestion hypnotique, en particulier un élément appelé le saut hypnotique, qui induit l'impossibilité de réfléchir chez les gens par le biais des médias de masse, avec la répétition de récits, de discours et d'images de panique. Sixièmement, censure et persécution. Septièmement, des chocs traumatiques répétés sont transmis à la population. Par exemple, des ordres de fermeture émis au dernier moment. Parfois même des ordres dans des ordres au sein d'un discours paradoxal. Par exemple, en France, le gouvernement est connu pour dire tout et son contraire, parfois à quelques semaines d'intervalle, sans jamais justifier ce qui a été dit auparavant. Huitièmement, anomalie généralisée. Par exemple, les incitations aux professionnels traditionnellement non formés pour effectuer des injections, comme le nutritionniste, le physiothérapeute ou le psychologue,
en échange de bénéfices importants. Neuvièmement, culpabilisation des individus, dévoiement, chantage, intimidation, menaces, refus des soins d'une certaine catégorie de la population, privation d'éducation pour les enfants, désorganisation des repères sociaux de référence pour l'ensemble de la population mondiale, surveillance et transgression de la vie intime des gens, etc. Et il s'agit d'un contexte asymétrique où les gens ont été soumis aux décisions de leurs dirigeants et où des innocents ont été désignés comme coupables. Par exemple, des enfants désignés comme coupables de tuer leur grand-mère. Le citoyen est traité comme un prisonnier sur parole. Les chocs traumatiques répétés, ainsi obtenus au fil du temps, provoqués à la fois par les discours et les décisions politiques, mais aussi soutenus par les suggestions incessantes des médias de masse, ont conduit les individus à des états de dissociation traumatique. Cela déclenche un mécanisme de défense appelé déni en psychologie. C'est l'impossibilité de se représenter la violence de la situation qui menace la vie psychique. Les manipulations des médias de masse jouant sur la peur et la panique ont conduit à des divisions dans les familles et les couples, ainsi que dans les amitiés, divisant la société en deux camps et provoquant la méfiance de tous contre tous, dont il sera désormais très difficile de sortir pour établir l'harmonie entre citoyens. Ne dit-on pas diviser pour mieux régner ? Les médias de masse ont opéré une suggestion hypnotique permanente, réduisant l'individu à l'unité mathématique, un nombre ou un cas positif ou négatif. Dans l'hypnose, il y a le saut hypnotique, qui est une induction très puissante qui provoque la prohibition radicale de la réflexion et de la recherche sur un sujet donné, tel un tiroir qui est scellé dans la psyché. Une secte ou un culte requiert une adhésion à une foi de type religieuse. On ne demande pas à l'individu d'analyser, mais de croire aveuglément. La persécution, la censure ainsi que l'intimidation s'abattent sur ceux qui aimeraient analyser et non pas croire. Un culte ou une secte promet toujours le retour vers le paradis perdu. Il en est de même avec le système totalitaire. Le culte ou la secte propose des objets fétiches. Ici, le Saint Graal était l'injection, censée nous libérer du mal. Bien sûr, c'était un mensonge. Les personnes qui ont reçu 2 injections perdent aujourd'hui leurs droits dans de nombreux pays si elles refusent de poursuivre dans cette voie. Et nous voyons clairement que c'est pour nous conduire plus loin vers un monde de contrôle planétaire mondial et de surveillance où l'individu sera réduit à néant, au mieux pour être utilisé comme une force de production, au pire pour être annihilé car inutile au règne des perpétrateurs. La dérive totalitaire est de nature sectaire et prophétique. Hannah Arendt disait de la scientificité de la propagande totalitaire qu'elle se caractérise par l'accent qu'elle met presque exclusivement sur la prophétie scientifique, par opposition à la référence plus traditionnelle au passé. La prophétie a eu lieu dès le début, avec une prédiction complètement irréaliste et irréalisée. Sa prédiction en nombre de jours, et je me réfère au livre que j'ai écrit avec Vincent Pavant, un professeur de mathématiques, Le débat interdit, qui sera publié début mars en France. Le système totalitaire place la réalisation de ses objectifs dans un avenir toujours lointain, une sorte de promesse finale.
le retour vers le paradis perdu, la fin du calvaire, la pureté de la race, le territoire purifié de la maladie, le retour du monde d'avant, etc. Il s'agit d'unir les masses contre l'ennemi commun. Ici, le virus est censé incarner l'opposition à la réalisation de cet objectif. L'ennemi, externe et interne, sera susceptible de changer. Le scientisme idéologique et sa technique prédictive ne cessent de se mouvoir. Leur dimension de caméléon les maintient au pouvoir. Le discours n'est plus le reflet de l'expérience, c'est l'expérience qui doit se conformer au discours. Nous sommes partis d'un modèle prédictif que nous voulons imposer à la réalité. Réfléchissons aux prédictions de Ferguson dans ce cas. En science, le modèle doit toujours être soumis à la réalité et non pas le contraire. Le professeur de mathématiques français Vincent Pavant l'explique ainsi dans ce livre. Ainsi, le premier postulat a été posé. Les modèles de Ferguson et les calculs qui y furent adossés correspondaient à la réalité. C'est précisément à partir de cet instant que le délire collectif commence. La déliaison au réel est actée, et dès lors va s'imposer le postulat de la prédominance de chiffres arbitraires issus de la spéculation modélisatrice en lieu et place du dénombrement statistique des sciences opératives, celles qui partent des faits et les mesurent. Il y a donc eu un péché scientifique majeur, aux conséquences tragiques pour l'humanité. Il faut comprendre pourquoi le totalitarisme fonctionne sur les populations. Il fonctionne sur les populations parce que, dans le totalitarisme, il y a une promesse qui est faite. C'est une promesse qui ne sera bien entendu pas tenue. La promesse au peuple est de prendre l'entière responsabilité de la souffrance de leur existence et que le paradis perdu leur sera rendu. C'est ce qui a été mis en place au début dans les pays occidentaux. On vous prend en charge complètement. Restez chez vous, on vous paye, ne réfléchissez plus, on réfléchit pour vous. Faites-vous vacciner et tout redeviendra comme avant. Ne réfléchissez pas, on réfléchit pour vous, etc. Du point de vue de la psychologie, les profils qui insufflent le harcèlement sont des profils pervers et ou paranoïaques. Ce sont des profils dits narcissiques. Mais dans la perversion, la responsabilité pénale est engagée, car il n'y a pas de construction délirante. Tandis que dans la paranoïa, la question est plus discutable, puisqu'il s'agit d'un délire de persécution. Néanmoins, l'individu paranoïaque est parfaitement conscient de nuire. Il le justifie même. Il a clairement l'intention de nuire, et l'intention est justifiée par un pseudo-idéal, le bien commun, la santé pour tous, etc. Comme nous l'avons déjà vu dans les régimes totalitaires précédents. Le paranoïaque ne croit pas nécessairement au contenu de son délire. C'est plutôt une façon d'être au monde, une façon persécutée, où l'autre est vu comme un ennemi. Et on peut faire la supposition que les instigateurs de ce développement tragique pour les peuples ont ce rapport au monde. Un rapport au monde fait d'angoisse, de persécution, de rigidité narcissique, dans lequel les peuples sont vus comme des ennemis. Une population mondiale considérée comme trop importante et à éliminer dans certaines perspectives eugénistes. En clair, le système totalitaire fonctionne selon une structure pathologique qui est celle de la paranoïa. La psychose de masse est créée par des profils paranoïaques.
bien qu'il ait besoin de l'alliance de différents profils pathologiques, notamment les pervers. Cynisme et instrumentalisation. Eux ne croient pas au discours de persécution. Mais généralement, ce sont ceux qui s'enrichissent considérablement des crises qu'ils ont contribué à créer, par exemple pour leur profit propre. Et les psychopathes, mercenaires du régime, pour continuer à exister. Le délire paranoïaque persécute au nom de ce qu'il prophétise. Et ce qu'il prophétise, il le fait tout simplement advenir. Il y aura des quantités de morts, dit-il. Et de fait, à force d'interdire les traitements, les intubations qui soignent les patients et de précariser les populations, ces morts arrivent. De plus, la narration idéologique justifie la persécution par la légitime défense. Avec la paranoïa, il est autorisé de tuer puisque c'était pour se défendre. Dans l'illusion paranoïaque, il y a une idée d'illusion hypocondriaque. C'est ce qui conduit au syndrome de Munchausen de masse, qui est la surmédicalisation inappropriée d'une maladie virale courante qui mériterait des soins appropriés et précoces, tout en niant les avertissements, la tempérance et l'expérience des experts, et en créant plus de problèmes et de souffrances que ce qu'elle n'en résout. Dans l'hypocondrie délirante de la paranoïa, la maladie est partout, vécue comme dangereuse, mortelle, ennemie du vivant. Le malade est opposé au saint, comme l'impur au pur. Ordre est donné d'éliminer la partie du corps social désignée comme impure. L'impureté supposée est à traquer par la terreur et des méthodes radicales. La fin justifie les moyens. C'est la raison pour laquelle la terreur est constitutive du corps politique totalitaire, comme l'est la légalité pour le corps politique républicain, selon Hannah Arendt. L'ensemble constitue une dérive totalitaire. Pour la philosophie politique, notamment selon les travaux du philosophe italien Giorgio Agamben, il s'agit de normaliser un état d'exception dans lequel les droits de l'homme sont suspendus. Le pass empêche la liberté de mouvement. Il y a fort à parier que la nature de ces passes sert au contrôle des mouvements des citoyens, qui sera réinventé au nom d'autres urgences. L'écologie, la santé, le terrorisme, fabriqués au nom de l'état d'exception. Rappelons les critères politiques du totalitarisme, qui ne sauraient se réduire à une dictature, un despotisme ou encore une tyrannie. Monopole des médias de masse et du corps policier, direction centrale de l'économie, persécution des opposants et de toute critique, système de surveillance d'individus, encouragement aux délations, logique concentrationnaire orchestrée sur la terreur, politique de la table rase, idéologie mouvante construite sur le clivage entre bons citoyens et mauvais citoyens, sur l'ennemi, visible ou invisible, et la pureté. Le système totalitaire est soutenu par une idéologie, c'est-à-dire une croyance délirante qui n'a plus aucun lien avec une vérité logique, ni avec la réalité de l'expérience, et qui a constamment besoin de se renouveler dans son contenu afin de maintenir un pouvoir illégitime. L'instrument clé pour l'instauration d'un pouvoir totalitaire est d'abord le harcèlement des esprits qui doivent devenir perméables à l'idéologie. La propagande des médias doit obtenir la division du collectif, des clans traditionnels, des classes sociales familiales, des clans politiques,
selon le clivage paranoïaque entre les bons et les mauvais. La ligne de désignation peut évoluer selon une idéologie caméléon. La terreur intervient rapidement vers la désignation de l'ennemi. Ici, au début, l'ennemi est un affreux virus qui entend disséminer l'espèce humaine et contre lequel nous sommes à l'œuvre. Puis, les ennemis deviennent les désobéissants, qui ne veulent pas respecter ces mesures dites sanitaires imposées par le champ politique. La propagande est souvent masquée derrière de subtiles manipulations. C'est pour votre propre bien et prend plaisir à créer des chocs traumatiques collectifs. Par exemple, je pense au nombre de décès répétés quotidiennement qui leur a permis ensuite d'étendre le contrôle sur le système et de terroriser la population. Cette dernière, sous l'effet des injonctions paradoxales et de l'usure, verra le pouvoir tortionnaire comme un sauveur. Mais à son plus grand malheur, le pseudo-sauveur est en même temps le persécuteur. Le totalitarisme est international dans son organisation, universel dans sa visée idéologique et planétaire dans ses aspirations politiques. Il poursuit l'expérience de domination totale, a déclaré Hannah Arendt. Face à cette violence généralisée qui induit le désespoir psychique, beaucoup basculent dans le passage à l'acte suicidaire, la perversion ou la folie. Des individus se comportant de façon respectueuse des interdits fondamentaux peuvent, à la faveur d'une idéologie totalitaire, régresser, et notamment sur un mode pervers. Le déploiement du système totalitaire entraîne donc la survenue de nombreux abus de pouvoir et actes sadiques commis par des cheffaillons qui se révèlent. Et l'on se demande alors comment ce bon père de famille, d'ordinaire si agréable et connu depuis si longtemps, est devenu capable de tant d'atrocités. En conclusion, Goebbels notait dans son journal : dans le ghetto de Varsovie, on a noté une certaine montée du typhus. Mais on a pris des mesures pour qu'on ne les fasse pas sortir du ghetto. Après tout, les Juifs ont toujours été des vecteurs de maladies contagieuses. Il faut ou bien les entasser dans un ghetto et les abandonner à eux-mêmes, ou bien les liquider. Sinon, ils contamineront toujours la population saine des États civilisés. Il est important de mentionner que nous avons déjà eu affaire à une idéologie sanitaire de type épidémiologique dans un passé pas si lointain, avec l'épidémie de typhus, que les nazis prétendaient combattre et éradiquer. C'est bien le déploiement de cette idée pour l'épidémie de typhus, de désigner une catégorie de la population comme en étant porteurs, et de les traiter comme des parasites propagateurs d'épidémies. L'épidémie de typhus se développait car toutes les bonnes conditions étaient réunies pour cela. Distribution de couvertures infestées de punaises, entassement dans des ghettos insalubres, etc. Dans un article intitulé « Les germes d'une internationale fasciste », alors que tout le monde crie victoire et plus jamais ça, Hannah Arendt, sous les cendres encore fumantes de la guerre, annonçait immédiatement les tensions de demain, sous la forme d'une entité internationale qui infiltrerait les institutions de l'après-guerre à la manière d'une secte occulte dans ces institutions d'après-guerre
et qui pourrait même revenir par le biais de la création de l'Europe. C'est-à-dire qu'au moment même où les populations européennes pensaient s'être débarrassées de la bête affreuse, la philosophe disait que cela pourrait se reproduire, et en bien pire. Dans le système totalitaire, le vivant est l'ennemi. L'individu est réduit, au mieux, à un nombre. Le langage est corrompu, de sorte que les individus ne peuvent plus penser à ce qui leur arrive. Par exemple, les malades asymptomatiques. Cette expression ne veut rien dire. Ou l'ajout d'un nouveau vocabulaire dans les médias. Pas moins de 60 nouveaux mots ou expressions. L'objectif n'est plus l'aliénation, mais l'annihilation du sujet humain. Et pour cela, il faut briser toute spontanéité. Le totalitarisme est par essence génocidaire. Il n'a plus besoin de l'humain. Il prétend plutôt en recréer de toutes pièces. Des hommes nouveaux à qui il faut supprimer la liberté pour faire régner l'idéal tyrannique de pureté. Le transhumanisme, qui est une forme moderne du surhomme nazi, est une négation pure et simple des droits de l'homme. Le terme transhumanisme a été inventé dans les années 1940 par le frère d'Aldous Huxley afin de remplacer le terme eugénisme. L'apologie d'un corps puissant, de la volonté du pouvoir du super-homme transhumanisé, suppose l'élimination des corps malades et souffrants, considérés comme inutiles. Les régimes totalitaires utilisent toujours la science, ou nous devrions plutôt dire le scientisme, pour établir une pseudo-légitimité concernant l'existence et l'exigence d'une sorte de ferveur religieuse autour de ce scientisme. La crise actuelle est le règne du dieu des mathématiques. Hannah Arendt disait que la propagande n'est plus un problème objectif sur lequel les gens peuvent avoir une opinion, mais elle est devenue dans leur vie un élément aussi réel et intangible que les règles de l'arithmétique. Cependant, je dois vous rappeler qu'il est impossible d'appliquer des concepts mathématiques, statistiques et biologiques à l'expérience politique, morale et spirituelle de l'homme. Si nous acceptons que les mathématiques, que les statistiques dirigent notre existence humaine, nous sommes réduits à des nombres, positifs ou négatifs, cas positifs ou cas négatifs, et nous pouvons donc être éliminés sans aucun remords. La discipline qui réfléchit à la morale politique et à l'expérience spirituelle de l'homme est la philosophie, en particulier la philosophie morale et politique et la métaphysique. L'être humain est sacré, la vie humaine est sacrée. En d'autres termes, il est impossible d'appliquer des concepts scientifiques issus de la pseudo-science, qui, rappelons-le, sont les sciences de la matière morte, à l'expérience politique, morale et spirituelle de l'homme. L'approche scientifique portée par ses limites et appliquée à l'humain est alors utilisée pour tenter de justifier des approches qui ne sont en réalité ni scientifiques ni humaines. Citons l'écrivain Arthur Koestler, qui a été témoin des méthodes de recrutement de l'expérience totalitaire, qu'il a lui-même vécue dans son livre Darkness at Noon. Il n'y a que deux conceptions de la morale humaine et elles sont à des pôles opposés. L'une est chrétienne et humaniste, déclarant l'individu sacré et affirmant que les règles de l'arithmétique ne doivent pas s'appliquer aux unités humaines, c'est-à-dire qui représentent dans notre équation soit le zéro, soit l'infini. L'autre conception part du principe fondamental
que la fin collective justifie tous les moyens. Et non seulement elle permet, mais elle exige que l'individu soit dans tous les cas de figure sacrifié à la collectivité, qui peut en disposer soit comme cobaye pour une expérience, soit comme un agneau à sacrifier. Je vous remercie beaucoup. Merci Ariane. Dexter, avons-nous des questions? Je pense que oui. Anna? J'ai une question, ou j'ai même deux questions, si vous me permettez. Vous semblez toutes les deux d'accord pour dire que ça n'arrive pas de manière fortuite, mais c'est quelque chose que d'autres personnes ont inventé. Et c'est maintenant un effort concerté, un effort mondial concerté qui est en cours. Est-ce exact? Quel genre de personnes font ça? Je sais que j'ai déjà posé cette question auparavant, mais comment quelqu'un peut-il aller au-delà de ce que nous considérons comme de l'empathie, par exemple, et de l'humanité, et croire au sacrifice des individus pour le plus grand bien? À quel genre de personnes avons-nous affaire? Avons-nous affaire à des psychopathes qui sont encore capables de comprendre ce qu'ils font et de contrôler ce qu'ils font? Je pense qu'un psychopathe comprend très bien la différence entre le bien et le mal, mais il a un problème spirituel de conscience. La conscience est ce qui nous rend humains, et ils peuvent faire la différence entre le bien et le mal. Ils ne sont pas du tout fous, mais leur conscience ne ressent pas le poids de la culpabilité que nous ressentirions, nous qui sommes capables de ressentir de l'empathie. Au fil des ans, il est arrivé que des psychopathes commentent mes vidéos et disent ouvertement qu'ils se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils ne sont pas gênés par cette empathie et ce sentiment de culpabilité. Il y a donc une certaine mégalomanie en jeu. Ils pensent qu'ils sont supérieurs à tout le monde, et c'est pourquoi ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les individus. La grandiloquence et le sentiment d'avoir le droit de s'en tirer à bon compte. Oui, c'est ce que les criminels qui commettent des actes vraiment horribles ont généralement en commun, n'est-ce pas? Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le DSM, le manuel diagnostique et statistique de la psychiatrie, décrit le trouble de la personnalité narcissique et le trouble de la personnalité antisociale en tant que forme manifeste évidente, il traite des criminels qui se font prendre et vont en prison. La littérature scientifique ne décrit pas les profils dissimulés, qui sont très sophistiqués et, à mon avis, beaucoup plus dangereux, parce qu'ils sont cachés et peuvent aller très loin dans la société en raison de cela. Cela signifie-t-il que ceux qui tirent les ficelles ne sont pas plus dangereux que ceux qui les aident? Ceux dont on tire les ficelles? Ces derniers sont les facilitateurs. En ce qui concerne les systèmes de maltraitance, vous pouvez même les considérer comme une unité familiale, ou la société en général. Mais tout système de maltraitance est formé d'agresseurs et de facilitateurs. Et ce sont en fait les facilitateurs qui maintiennent le fonctionnement du système. Les agresseurs ont besoin des facilitateurs pour effectuer ce travail à leur place. I will speak in French. Tout le monde ne recherche pas le pouvoir. No, I can't. Yeah. I cannot. Can you hear me? Yeah. Si. I'm sorry, I was muted, so I couldn't translate. I'm going to translate what Rainer was asking. Okay. So it seems that both of you, Ariane, il semble que toi et Meredith, vous êtes d'accord. Ce que Rainer veut savoir, c'est qui sont ces gens? Est-ce que ce sont des psychopathes? Voilà, c'est à peu près les mêmes questions qu'il a posées la dernière fois. Qui sont ces gens-là?
Et voilà. Meredith, si tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié, mais en gros, c'est ça. Bon. Tout le monde ne recherche pas le pouvoir. Les profils qui recherchent le pouvoir sont essentiellement les paranoïaques et les pervers. Ce sont des troubles narcissiques. On peut mettre la psychopathie, perversion, paranoïa. Ce sont des troubles narcissiques graves. Ils n'ont pas, dans leur construction psychologique, développé l'altérité. Comment on s'en sort? Comment sortons-nous de là? À mon avis, il est important pour les gens de comprendre ce qui se passe et de voir l'ensemble du tableau. Il n'y a pas d'autre moyen, parce que, pour moi, c'est le seul moyen de faire voir aux gens ce qu'il se passe vraiment. Et seulement s'ils peuvent voir et comprendre ce qu'il se passe, ils pourront s'y opposer et le combattre. S'il n'y a pas de participation de la société civile, il n'y a pas de totalitarisme. Oui, c'est ça. Mais pour cela, il faut qu'ils en aient connaissance. Et c'est peut-être pour ça que nous voyons ces efforts intenses de censure en ce moment, car ça devient dangereux, comme par exemple le nombre de personnes qui s'expriment maintenant se réunissent dans les rues. Et c'est ce que vous pensez aussi ? Oui, je pense aussi qu'il y a de plus en plus de censure. Et les médias ont fait tellement de travail qu'il est vraiment difficile pour nous d'arriver à donner la vérité. Oui, donc je pense que c'est le principal problème que nous avons maintenant. Donc c'est vraiment la censure qui est le principal problème actuellement. Et les médias grand public, ils font vraiment un travail de sape énorme. Il y a une barrière psychologique pour les gens, c'est de penser que leurs gouvernants leur veulent du mal. Je pense que l'un des plus grands obstacles est la dissonance cognitive. Parce que même si la censure n'existait pas, pour contrôler l'information, pour contrôler la réalité, même si les gens avaient accès à cette information, il est très difficile pour eux de faire face à la vérité dans cet état. Et quelque chose de vraiment important qu'Ariane a mentionné plus tôt, c'est la privation des droits de l'homme et comment les droits de l'homme sont suspendus. Et la ruse que tous les agresseurs utilisent et qui maintient les gens dans la maltraitance et qu'ils veulent détruire votre valeur personnelle. Ils doivent écraser votre valeur personnelle. Ils doivent vous faire croire que vous n'êtes pas digne de vos droits humains fondamentaux. Et ce qui constitue une agression ici, ce n'est pas seulement le vaccin. C'est le fait de se conformer. Ils veulent violer notre consentement. Et ce sera un schéma qui continuera au cours de la prochaine pandémie et la prochaine crise qu'ils fabriqueront ou dont ils profiteront jusqu'à la pseudo-grande réinitialisation. L'estime de soi est donc très importante à reconstruire pour l'individu. Sinon, il ne croira pas qu'il est digne de ses droits humains fondamentaux. Merci beaucoup. Merci Rainer. Je pense que vous avez mentionné quelque chose de très, très important. En effet, mademoiselle Miller, vous parliez de consentement. Je veux dire, quand on se réfère au code de Nuremberg, quand on se réfère à la déclaration d'Helsinki, quand on se réfère aux droits naturels, peu importe, tout se résume au consentement. Donc, pour moi, il me semble qu'il s'agit réellement d'une guerre psychologique. Mais c'est une guerre psychologique, avec l'objectif principal d'obtenir le consentement volontaire de la population. Et ce à quoi on aboutira finalement, et je peux déjà prédire quelle sera une défense possible quand on ira plus loin, ce sera de dire non, on leur a juste donné l'information. Et avec cette information, ils ont donné leur consentement. Mais d'un point de vue
psychologique, quand il s'agit maintenant d'obtenir le consentement, il a été définitivement accordé sur la base de la guerre psychologique qui a été menée sur la population. Êtes-vous d'accord? C'est exact. Et c'est ce que font tous les agresseurs dans une relation. Ils vous disent ce qu'ils font sans vous le dire. Ainsi, ils peuvent dire « Je te l'avais dit, et tu le savais depuis le début », car ils n'acceptent aucune responsabilité pour leurs actions. Plus l'agresseur est sophistiqué et dissimulé, plus il a besoin de votre consentement volontaire. Et je crois que c'était Virginie qui avait mentionné plus tôt aujourd'hui que ce n'est pas un vrai consentement, parce que lorsque les personnes ne reçoivent pas les vraies informations, ils ne se rendent pas compte de la tromperie qui a lieu. Ils ne donnent pas un véritable consentement. C'était une astuce. C'était une ruse pour les amener à consentir à quelque chose qui était une tromperie depuis le début. Il est donc évident que les médias de masse jouent un rôle important lorsqu'il s'agit d'amener les gens à ce consentement et à les mettre dans cet état d'esprit. Oui, c'est cela la ruse. L'équation de l'agresseur, c'est problème, réaction, solution. Et donc, c'est un peu ce dont Brian Gerrish parlait le week-end dernier, avec la psychologie comportementale appliquée, où il provoque d'abord un problème. Soit il fabrique un problème ou une crise, soit il profite d'un problème qui se produit déjà. Ensuite, il provoque votre émotion, qu'il s'agisse de la peur, par exemple. Et en provoquant cette émotion, ils peuvent presque prédire quelle sera votre réponse comportementale afin de vous conduire à une solution prédéterminée. Et les agresseurs les plus sophistiqués vous feront supplier pour cette solution et diront que c'était votre idée depuis le début. C'est ce qui m'amène à suivre la science. Parce que lorsque vous écoutez toutes ces têtes parlantes, et même les médecins comme le docteur Fauci, l'un des accusés, ils répètent toujours de suivre la science. Et ils ont tendance à mettre la population dans un état d'esprit spécifique pour dire « Vous pouvez me faire confiance, je sais ce que je fais et je ne vous ferai aucun mal. » Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Et c'est l'une des tactiques de manipulation émotionnelle qu'ils ont utilisées pour susciter la confiance dans la science, si nous regardons cette étude de Yale. Et donc, quand vous entendez Fauci dire « Je suis la science », et si vous ne me croyez pas, vous ne croyez pas en la science. Ce sont des phrases d'accroche. C'est comme un téléchargement complet d'informations qui déclenche une réaction émotionnelle et ensuite la réponse comportementale. J'ai une question, juste une très brève question. Meredith, vous avez parlé de... D'ailleurs, vous avez fait une excellente présentation toutes les deux. C'était très bien de voir comment les deux se rejoignent et se renforcent mutuellement. Mais Meredith, vous avez mentionné quelque chose à propos du syndrome de Stockholm. Vous savez, la menace de mort perçue. Et puis, vous avez donné un exemple de personnes qui ont peur soit du virus, soit d'autres personnes. Et à l'opposé de ce spectre, il y a des gens qui ont peur de la tyrannie. Et cela m'a fait penser que peut-être aucun d'entre nous, indépendamment de ce que nous pensons qui va se passer, aucun d'entre nous n'a échappé à ce terrorisme psychologique qui sévit dans le monde. Est-ce une affirmation juste? Tout à fait. Je dois admettre que j'ai aussi été dans cet état, périodiquement, pendant tout ce temps. Et je pense que nous avons tous connu ces moments. Peut-être que certaines personnes passent plus de temps dans cet état que d'autres. Et certaines d'entre nous sont capables de revenir à ces états de conscience plus élevés, grâce à un travail de guérison de nos propres traumatismes dans notre vie. Mais sinon, il est très difficile de sortir de cet état. Et vraiment, personne n'est complètement à l'abri de cela. Mais l'estime de soi est vraiment la plus grande immunité contre les abus et la manipulation, parce qu'elle vous fait vraiment vous interroger sur ce que les gens essaient de vous faire faire et sur leurs intentions. C'est un élément clé. Oh, je suis désolée. Vous devez probablement traduire. Mais c'est un élément clé, l'estime de soi. Et c'est là que nous devons peut-être donner du pouvoir aux gens. C'est une des choses que je pense que nous faisons en leur donnant des connaissances et de l'estime de soi, pour qu'ils sachent qu'ils sont des êtres dignes d'avoir des droits humains. Je pense qu'une grande partie de l'estime de soi, la manière pour les gens de retrouver leur estime de soi, est de fixer des limites. Ainsi, la connaissance ne va pas changer leur valeur personnelle, sachant qu'ils sont humains et qu'ils ont des droits inaliénables, des droits donnés par Dieu, du droit de naissance au droit de l'homme. Cela ne signifie rien pour une personne qui est bloquée dans cet état. La seule façon de commencer à reconstruire son estime de soi est donc d'évaluer ce qui compte le plus pour soi, de faire l'inventaire de ses valeurs,
puis de fixer des limites pour les protéger. Et chaque fois que vous fixez une limite comme non, et non est la phrase complète, et seuls les manipulateurs continuent à pousser et pousser une fois que vous avez dit non. Donc, quand une personne fixe cette limite, elle commence à reconstruire son estime de soi naturellement. I'm sorry to interrupt you, but Ariane would like to talk, and for some reason she has been muted. So if there is something that can be done, so she can also answer. Oh, okay. Here you are, Ariane. They were talking. I think it was Rainer or Dexter. I think it was Dexter that talked about the emphasis on consent. That's what you said, Dexter. C'est exact, oui, d'un point de vue psychologique. Et je pense que vous concernant, si vous pouviez l'expliquer d'un point de vue totalitaire, ce serait très bien. En fait, le harceleur recherche la soumission de sa victime. Et pour cela, elle ne peut pas se mettre en opposition. C'est contre-productif pour lui. Il doit amener à faire en sorte que la victime fasse quelque chose qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas été harcelée. C'est pour ça qu'il y a manipulation. Le syndrome de Stockholm, c'est un moment où la victime ne peut pas échapper à son harceleur. Elle est prise au piège. Et donc, il y a un mécanisme de survie où la victime va anticiper ce que veut son bourreau pour essayer de survivre. Et donc, elle va se mettre dans le cerveau de son bourreau. Et c'est à ce moment-là qu'elle va en même temps rencontrer la souffrance de son bourreau. Je peux poser une question, Ariane. Est-ce que c'est pour cette raison que parfois on voit des gens qui vont au-delà de ce qui est demandé? Par exemple, ils se masquent dans leur voiture, ils se masquent partout, même si ce n'est pas obligatoire. Est-ce pour cette raison? Virginie, tu peux le dire en français? Oui, il ne faut pas... Je voulais dire que, est-ce que c'est... pardon. Est-ce que c'est ça que l'on voit parfois des gens qui vont au-delà de ce qu'on leur demande, à savoir porter le masque dans la voiture, partout, même quand ils sont seuls. C'est pour cette raison, ils vont au-delà de ce que demande le bourreau, en fait. C'est un mécanisme de survie. Si on plaît au bourreau, peut-être il va nous épargner. Et donc après, il y a un mécanisme, nous effaçons toujours les événements désagréables que nous avons vécus. Tout le monde. Et donc, la victime ne garde plus que l'empathie pour son bourreau. Et c'est d'autant plus facile que le bourreau manie des discours paradoxaux. C'est pour ton bien. It's for your own good. Je t'aime. Etc. I love you. Donc, ce que nous avons ici, si nous regardons les solutions, nous ne devons pas seulement comprendre rationnellement ce qui se passe. Et c'est probablement ce que nous devons faire pour dévoiler l'ensemble de la situation afin que les gens voient ce qu'il se passe. Mais il ne suffit pas de voir rationnellement ce qu'il se passe. Nous devons aussi surmonter ce que l'un d'entre vous a appelé, je crois que c'était vous, Meredith, la faillite spirituelle. Nous devons comprendre qu'il y a une chose pour laquelle il vaut la peine de se battre. Que ce soit un être cher, la spiritualité ou la religion. Mais il ne suffit pas de comprendre rationnellement ce qu'il se passe. Il faut aussi surmonter cette faillite spirituelle. C'est un excellent terme. Rainer,
Vous avez mentionné comment certaines personnes pensent parfois à leurs enfants, ou à leurs petits-enfants, ou à leurs créateurs, ou autre chose, au-delà d'eux-mêmes, et que c'est souvent une motivation très utile. Car qu'est-ce qui fait que la personne peut s'élever? Vous savez, l'humanité est au sol en ce moment, pour la plupart. Et c'est le cas de la victime dans une relation abusive. Personne ne peut relever cette personne. Vous pouvez la soulever et elle retombera aussitôt. Elle doit le trouver en elle-même. Mais comme vous l'avez dit, cette étincelle qui rallumera leur âme et leur esprit, après ce genre de maltraitance, c'est quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, qui les motive à se relever, parce qu'ils ne croient pas qu'eux-mêmes en valent la peine, mais il y a quelque chose d'autre qui en vaut la peine. C'est très bien dit. C'est facile à comprendre. Merci. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que quand on a des victimes de harcèlement, on doit couper le lien au harceleur et ça n'est pas possible. Mais les gens peuvent le faire quand même un petit peu, déjà en coupant les médias. Donc, ce qui est très important, c'est de proposer, comme nous le faisons, d'autres discours en nommant, comme l'a dit ma collègue, la relation d'abus, la transgression. I have a question on this point. It's about the philanthropic Bill Gates. We heard at the beginning of the session, and you say, Dr. Bjorn, that paranoia profile is a word that he's arming, and J'ai une question à ce sujet. C'est à propos du philanthrope Bill Gates que nous avons entendu au début de la session. Et vous dites qu'un profil paranoïaque est conscient de faire du mal et qu'il a l'intention de faire du mal, car il n'y a pas de construction d'un délire. Quand Bill Gates dit qu'il est triste parce qu'il ne réussit pas à vacciner tout le monde, qu'en pensez-vous? Il est conscient de faire du mal aux gens en finançant tout, par exemple? C'est compliqué, alors parce que j'aimerais beaucoup expertiser Bill Gates, mais le récit, est-ce qu'il croit au récit qu'il a proposé? Si nous sommes dans ce genre de pathologie, il n'y a pas d'inscription de vrai et de faux. C'est-à-dire que nous sommes bien en deçà dans la construction psychologique de la capacité de distinguer le vrai et le faux. Donc d'avoir un discours et une compréhension, une capacité, même si ça a l'air rationnel. It's go beyond good and bad. That's what you said. Ça va au-delà du bien et du mal. C'est ce que tu as dit, Ariane? Non, j'ai dit que dans la construction, si nous avons affaire par exemple, à une construction de type paranoïaque, il n'y a pas accès au vrai et au faux, à la capacité de discerner le vrai et le faux, c'est-à-dire qu'en fait, et pas plus que bien et mal, oui. C'est-à-dire que l'imaginaire est confondu avec la réalité. Tout est confondu. Mais le rapport au monde reste un rapport de harcèlement et de persécution, avec une intention de harceler. Et donc, on a l'éternelle question entre la philosophie et le droit. Pour nous, l'éternelle question entre la psychologie et le droit, pour nous, les psys, on peut tout expliquer. Mais le droit doit poser des limites. Mais il faut poser des limites. Et tous les profils harceleurs sont soit pervers, soit paranoïaques. C'est-à-dire avec une difficulté, une impossibilité de respecter l'autre, une incapacité à contrôler ses pulsions, une incapacité à réellement
être capable de discerner le vrai du faux. Et une incapacité à distinguer le bien et le mal. The good and the bad, evil or bad or good. Très bien. J'ai tendance à trouver du réconfort, ou même du courage, en acceptant qu'il n'y a pas besoin de 80% ou 70% ou même 50% des gens pour changer les choses. J'ai plutôt tendance à croire que seuls quelques hommes et femmes de qualité, compte tenu des circonstances, sont capables de renverser la situation. Vous n'avez pas besoin des masses. La raison pour laquelle je dis cela est que les masses qui semblent être sous influence de l'information de masse ne sont pas capables d'activités réelles qui leur soient propres. Elles ne peuvent que réagir à ce qu'on leur dit. Nous, par contre, nous sommes ceux, nous qui sommes dans ce groupe actuellement, et probablement la plupart des gens qui regardent ceci, la majorité de notre jury, nous nous sommes déjà posé des questions. Nous sommes déjà arrivés à la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas important d'avoir les masses derrière nous, mais seulement quelques hommes et femmes de qualité, peut-être 5%, peut-être 10%. Est-ce que c'est une hypothèse correcte ? La masse critique, c'est ce que vous voulez dire? Quelle est la masse critique? Et je pense qu'il y aura des gens qui ne se réveilleront jamais. Je pense que certaines personnes emporteront cela dans leur tombe. Et je pense qu'il faut accepter que nous n'avons pas à tenter de convertir tout le monde ou de réveiller tout le monde. En fait, c'est même un manque de respect que d'essayer de confronter quelqu'un qui ne veut pas écouter ce que nous disons. Mais je pense que vous avez raison de dire qu'à un certain point, je ne sais pas quel est le nombre, la masse critique créera une sorte de changement. Et cela invite aussi à une sorte de, vous savez, une sorte d'intervention de l'extérieur qui nous aidera peut-être dans ce processus. Merci. En psychologie sociale, on a eu quand même beaucoup d'expériences de soumission à l'autorité avec Milgram, avec la prison de Stanford. Au début, on est plutôt aux alentours de 1%. Avec l'expérience de Milgram ou la prison de Stanford, par exemple, sur la soumission à l'autorité. Tu dis que 1% c'est suffisant pour faire basculer les choses? Non, je dis que c'est 1% qui est capable de résister dans les expériences de psychologie. It's 1% that is capable of resisting. 1%. Avec les expériences connues de Milgram et de la prison de Stanford, par exemple. Plus qu'1%. Bien plus que ça, parce que le parti d'Aibasis a obtenu presque 800 000 votes et ce sont clairement des personnes anti-mesures et il y a beaucoup plus de personnes anti-mesures qui n'ont jamais entendu parler de ce parti par exemple ou qui n'ont pas voté pour eux. Donc je pense qu'en Allemagne au moins la situation a atteint un niveau bien supérieur à celui de 1%. Distinguer le début de l'expérience et la suite. Les 1%, c'était le début de l'expérience de la soumission à l'autorité. En mars 2020, combien étions-nous? Mais la résistance est aussi contagieuse, donc... Plus que le virus. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Je ne veux interrompre personne. Anna ou Dexter? Oui, pas d'autres questions. Oui, je pense que c'est encourageant. Alors, pourquoi ne pas terminer sur cette note pour aujourd'hui? Eh bien, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous ce soir. C'était un véritable encouragement, en fin de compte. Merci d'être resté avec nous si longtemps. Merci Virginie, merci Meredith, merci Anna, merci Ariane, merci Diana, merci Jujuy et Castro, et merci Dexter. Et merci à tous d'être restés avec nous, de nous avoir écoutés, et je l'espère, de résister.
Nous nous verrons tous demain alors. Au revoir.